Bonjour, chers professeurs de FLE et du FOS du Mexique et d'ailleurs aussi. Soyez les bienvenus à cette intervention virtuelle dans le cadre du SIL 2020. La conférence qui sera présentée aujourd'hui est intitulée « Les classes inversées déconfinées. Quelles hybridations dans ces contextes particuliers ?» et elle sera animée par nos chers collègues, tous co-auteurs de l'ouvrage La classe inversée chez Clé International. J'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui Cynthia Aide, vice-présidente de la Fédération internationale des professeurs de français, doyenne de l'école des formateurs et directrice de la pédagogie au sein du groupe IGS. Marc Audoux, formateur de formateurs, consultant et fondateur de Modufle et co-auteur de l'ouvrage Pratique et projets numériques en classe de FLE. Et M. Philippe Lyria, auteur de méthode FLE, formateur de formateurs et délégué pédagogique chez Clé International. Chers amis, Cynthia, Marc, Philippe, la parole est à vous. Bienvenue. Chers collègues, bonjour. Au nom des deux co-auteurs, Marc Audoux, Philippe Lyria, de moi-même et de notre éditeur Clé International, représenté aujourd'hui par Rui Albarrán, nous souhaitons remercier tout d'abord Édouard Amador Pliega, qui est président du comité organisateur du Congrès international des langues et des technologies, et bien sûr membre de l'AMIFRAM, qui est l'association des professeurs et des chercheurs de français du Mexique. Nous souhaitons aussi remercier l'Université autonome de l'État de Hidalgo qui héberge cet événement virtuel. Nous souhaitons également remercier les membres de l'AMIFRAM, toutes et tous ici présents avec nous, et assurément remercier tous les enseignants de français du Mexique, mais également des Amériques. Alors, comme mon cher collègue Rui vient de vous annoncer, la conférence porte sur les classes inversées déconfinées, un terme qui nous est très familier en ces temps-ci. Comment est-ce qu'on peut hybrider, comment est-ce qu'on peut joindre le présentiel au distanciel, ce mode combinatoire dans ces temps, dans ce contexte si particulier? Peut-être vous dire un petit mot sur nous, co-auteurs. Nous avons fait certainement un chemin fantastique. Nous avons parcouru un chemin depuis 2016, donc c'était la date où voilà, on s'est rencontrés pour travailler, pour cheminer ensemble sur l'écriture de ce bel ouvrage qui est entre vos mains. On a mis 3 ans de passion et d'interrogation, mais également de partage, d'expérimentation pour arriver à ce petit bébé en 2019. Alors, la suivante. Comme j'ai parlé de bébé, le sort a bien fait les choses. C'est que la classe inversée de chez Clé International, par coïncidence, est née le même jour, le 15 septembre, le même jour de naissance de mon petit. Donc, comme vous voyez à l'écran, vous avez une naissance physique qui se conjugue, qui se marie bien avec une naissance intellectuelle. Et c'est un souvenir pour moi, c'est un souvenir mémorable, c'est une fierté pour moi et pour les deux chers co-auteurs. Alors, suivante. En 2 mots aussi, la classe inversée ou les classes inversées, et les co-auteurs vont parler tout à l'heure pourquoi ces classes inversées. C'est un livre qui se divise en fait en 3 parties principales. Dans la première partie, on voit que ça parle des méthodologies autour des classes inversées. Je reviens sous peu. Et également des capsules vidéo. Dans la deuxième partie, nous parlons des scénarios didactiques d'enseignants. Quel scénario, quel exemple on peut mettre à votre disposition, et je reviendrai sous peu également. Et en troisième partie, des témoignages d'enseignants qui ont pratiqué la classe inversée, qui ont vu quels sont les avantages, mais également quelles sont les limites de la classe inversée. Plus en détail, sur la diapositive qui suit, vous voyez bien, ça s'affiche sur l'écran, donc une première partie qui est d'abord
préfacé par Marcel Lebrun. Donc, on a eu vraiment une grande chance d'avoir le pape de la classe inversée en Europe qui nous a préfacé la classe inversée. Mais comme vous voyez aussi dans le chapitre 1, par exemple, on parle justement on replace la classe inversée. Où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle trouve sa place? Et on voit bien qu'elle se trouve dans toutes ces pédagogies actives et interactives. Et quel est son rôle? Pourquoi est-ce qu'on l'amène en FLE? J'ai oublié de vous dire aussi que c'est probable, vous avez vu probablement beaucoup de livres qui parlent de la classe inversée, mais c'est le seul qui parle de la classe inversée en FLE, en français langue seconde, en français langue étrangère et en français langue maternelle. Donc, la classe inversée, les livres que vous trouvez sur le marché sont des livres plutôt vastes, pédagogiques, plutôt des livres pédagogiques, mais celui-là, il est en particulier destiné aux professeurs de français, d'un point de vue didactique, d'un point de vue pédagogique, mais orienté sur le domaine d'enseignement des langues et notamment de la langue française. Dans le deuxième chapitre, on voit bien la classe inversée comme pour les néophytes, pour ceux qui connaissent pas très bien la classe inversée, ce que c'est, en quoi elle consiste. Dans le chapitre 3, justement, on va en détail pour vous expliquer qu'est-ce qu'on pourrait faire à domicile ou en dehors de la classe et qu'est-ce qui se fait en classe. Et là, l'hybridation a tout son sens. Dans le chapitre 4, on parle des scénarisations, des modèles, des protocoles didactiques qu'on pourrait proposer en classe inversée. Et il y en a plusieurs parce qu'on est plusieurs inverseurs et chacun a sa façon d'enseigner le français. Le chapitre 5, lui, parle des avantages, des inconvénients, des limites. Et il y en a quelques, très peu de limites, mais il y a beaucoup d'avantages. Et probablement miser sur ces avantages dans sa salle de FLE. Dans le chapitre 6, on parle des types d'équipements qui sont nécessaires pour implémenter une classe inversée. Bien sûr, on peut faire de la classe inversée dans tous les environnements, mais quelquefois, si on a un équipement qui se conjugue bien avec cette philosophie de démarche de classe inversée, c'est mieux si on a ce privilège d'avoir une classe équipée. Le chapitre 7, lui, parle des conseils qu'on peut donner à des nouveaux enseignants ou à des enseignants qui veulent tester la classe inversée, ou également à des apprenants, à des étudiants universitaires, mais également de la maternelle jusqu'à l'université qui souhaitent se lancer dans une classe inversée. Eh bien, quelles sont les priorités à prendre en considération dans une classe inversée? Le chapitre 8, lui, parle de l'évaluation. Est-ce qu'on évalue de la même façon, d'une façon traditionnelle? Si on a changé tout un dispositif, alors probablement qu'il va penser également à l'évaluation et surtout à l'évaluation. Donc, comment on fait un design inversé également, partir de l'évaluation, changer sa façon d'évaluer au sein de la classe inversée. Donc, ça, c'était toute la première partie. La deuxième partie, tout à l'heure, l'un des co-auteurs va vous parler de la matrice. Donc, c'est une perle, vraiment, cette matrice, parce que ça nous met sur les rails. Donc, comment est-ce que j'inverse rapidement une classe classique, une classe de FLE classique, et je la transforme en une classe inversée, une classe de FLE inversée. Et à côté de cette matrice que vous pouvez certainement adopter à votre contexte, changer, améliorer, modifier, etc., vous avez des fiches comme des fiches prêtes à porter sur des thématiques qui ont été écrites par des professeurs de FLE, bien sûr, allant de la maternelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc niveau, on peut dire A1 jusqu'au C2, jusqu'au l'université, avec des thématiques passionnantes aussi que je vous invite à découvrir. La troisième partie donc, de notre livre parle de témoignages d'enseignants qui ont essayé la classe inversée et qui ont vu qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça a changé en fait dans leur salle de classe, quels sont les résultats, la réussite scolaire que ça a donné, etc. Je vous invite, et quelles sont les difficultés aussi qu'ils ont rencontrées. Donc, je vous invite vivement à aller dans leur classe, voir un tout petit peu quelles étaient les difficultés, mais comment ils ont surmonté ces difficultés. Voilà, par rapport à notre livre. Sur la diapositive suivante, en ce moment, donc, nous allons parler de cette conférence. Dans cette conférence, le plan est le suivant. Après cette introduction que je viens de vous faire, nous allons nous pencher sur les classes inversées brièvement. Qu'est-ce que c'est que ces classes inversées? Pourquoi en ces temps hybrides, on se pose la question des classes inversées? Pourquoi on veut faire de la classe inversée?
En deuxième partie, nous allons vous parler des classes inversées déconfinées. Comment est-ce qu'on peut les confiner, les déconfiner et travailler sur l'hybridation, sur ce mode, sur ce design, si vous voulez, comodal. Dans la troisième partie, nous allons parler des outils de la classe inversée, mais nous n'allons pas parler de tous les outils parce qu'il y en a énormément. On va choisir quelques-uns qu'on abordera aujourd'hui, notamment la capsule vidéo, le plan de travail, la feuille de route, etc. Et en dernière partie, nous allons parler des modélisations, des matrices, des protocoles qu'on pourrait mettre, qu'on pourrait implémenter dans notre salle de classe. Alors, les classes inversées brièvement, qu'est-ce que c'est? On a entendu parler depuis les années 2006-2007 des flipped classrooms en anglais. Bon, on se pose la question, est-ce que ça existait seulement depuis 2006-2007? Est-ce que ça remonte à plus lointain, tout ça? Donc, toute cette partie historique, aujourd'hui, malheureusement, faute de temps, on ne peut pas vous l'aborder, mais elle se trouve bien dans notre premier chapitre. Grosso modo, la classe inversée, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de magique, bien au contraire, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. C'est la technologie qui a pu vraiment la mettre en valeur et la presse qui a pu la mettre en valeur depuis les années 2000, fin 2006, début 2007, quand deux enseignants de chimie, ça n'a rien à voir avec le domaine du FLE au départ, on avait ras-le-bol de répéter, d'automatiser en fait l'apprentissage. Et à un certain moment, tous ceux qui s'absentaient venaient leur dire « Écoutez monsieur, moi je n'ai pas été présent et à la récréation, est-ce que vous pouvez rester avec moi pour m'expliquer le chapitre ?» Et à un certain moment, ils ont dit « Bon, on va faire un petit podcast, mais peut-être un podcast animé pour montrer cet algorithme, pour montrer cette démonstration, etc. » Et comme la technologie peut être merveilleuse, eh ben, elle peut tracer qui est venu regarder sur la plateforme la petite capsule ou le petit podcast qui a été créé par l'enseignant. Eh ben, on a remarqué que c'était plus ceux qui assistaient, qui n'étaient pas absents, qui allaient. Et quand ils l'ont interrogé, ils ont dit « Mais pourquoi vous êtes en train de revenir sur la leçon ?» Ils ont dit « C'est magique parce que on peut mettre un stop sur le professeur et réécouter, chose qu'on ne peut pas faire en classe. On peut aller à notre rythme, on peut personnaliser notre apprentissage et on n'a pas honte de dire « Ah, monsieur, est-ce que vous pouvez réexpliquer ?» Comme c'est créé pour la personnalisation, l'individualisation des parcours, eh ben, c'est une grande chance pour beaucoup d'écoliers. Je laisserai mon collègue Marc Audou enchaîner sur la définition des classes inversées, suivi par Philippe Lyria sur cette première partie. Voici un dessin très intéressant puisqu'il renvoie à la source de notre questionnement. Lorsque le professeur donne son cours, est-ce que les étudiants apprennent quelque chose? Avec le temps, nous avons tous appris à être des professionnels du faire semblant d'écouter, afin d'avoir la paix et pouvoir rêver et penser librement. Nous sommes même capables, plus tard, de prendre des notes tout en pensant à autre chose. En résumé et schématiquement, l'enseignement traditionnel, c'est le style conférence. Je parle, ils écoutent. Mais impossible de distinguer ceux qui assimilent réellement quelque chose, et à quel degré, et ceux qui échappent à ce discours. Nous verrons comment la classe inversée empêche cette dynamique contraire à l'enseignement-apprentissage, car elle s'appuie sur une pédagogie active avec des élèves acteurs de leur apprentissage. Donc la classe traditionnelle, alors ici on prend vraiment la classe, le style traditionnel de l'apprentissage, c'est l'enseignant qui dispense son savoir, donc qui donne la leçon, et ensuite il envoie les élèves à la maison pour faire les devoirs. Et là je voudrais dire qu'on a tous vécu donc, ce devoir qu'on fait à la maison. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le devoir à la maison? C'est là justement qu'on est en train de réellement d'apprendre quelque chose, puisque nous sommes en train de mettre en place des stratégies de résolution de problèmes. C'est face au devoir que vraiment l'esprit donc, met en place des stratégies de résolution de problèmes pour essayer de comprendre et d'accomplir la tâche du devoir. Je vois, la classe inversée, c'est quoi? Donc la classe inversée, le paradigme de l'enseignement traditionnel est inversé, c'est-à-dire que la leçon, au lieu de la faire en classe, de la donner en classe, on va la faire à la maison. Et les devoirs, c'est-à-dire toute la partie donc, où l'élève va être actif et va devoir mettre en place des stratégies de résolution de problèmes, sera réalisée en classe. La classe inversée, pour le dire schématiquement,
c'est la leçon à la maison et les devoirs en classe. Voilà. Donc c'est vraiment pour donner une image globale de la classe inversée qui, bien sûr, est bien plus complexe que ceci. Nous verrons comment le rôle de l'enseignant par rapport à ce paradigme change dans la classe et comment les élèves aussi, la posture des élèves dans la classe aussi est bien sûr autre. Comme le dit donc Marcel Lebrun, donc la classe inversée repose sur une méthode pédagogique où la partie dite transmissive, c'est-à-dire quand le professeur parle, se fait à distance. Cette partie-là où on donne la leçon, où le professeur parle, on peut très bien la donner donc à voir en dehors de la classe, à travers des capsules vidéo, nous le verrons plus tard. Donc la partie transmissive peut être vue hors classe, à la maison, à travers des capsules vidéo, et l'apprentissage donc en présentiel se fera grâce à des interactions et des activités. Donc, il faut aussi dire qu'il y a autant de classes inversées que d'enseignants facilitateurs inverseurs. Donc, ici, on a ajouté enseignants facilitateurs, c'est-à-dire que pour souligner que le rôle de l'enseignant n'est plus donc de donner un cours, mais de faciliter l'apprentissage. Et de faciliter l'apprentissage au travers donc de ce modèle de classe inversée. Alors, par rapport donc justement à la taxonomie des processus cognitifs, donc celle notamment de Bloom, il y en a plusieurs, mais dans notre livre, vous voyez à la page 40, nous nous sommes basés sur la On passe à la diapo suivante. Voilà, alors on va, pour reprendre un petit peu finalement ce que justement nous disait Cynthia à l'instant par rapport à cette pyramide de Bloom, il faut comprendre que la classe inversée finalement, avant même, je dirais, de porter sur la création en soi, elle va même porter, je dirais, sur la possibilité à l'apprenant de prendre
lui-même des décisions qui sont en lien justement avec des objectifs à atteindre, donc évidemment ce qu'il va être amené entre guillemets à créer. Et c'est ce que nous dit ici un petit peu justement Catherine Piketty-Bizot quand elle nous parle que la classe inversée doit nous aider à aller vers une plus grande autonomie. Mais pour aller vers cette autonomie de l'apprenant nécessaire dont on parle depuis déjà longtemps, eh bien il est nécessaire aussi de penser à réorganiser la classe. Et réorganiser la classe, c'est s'interroger sur à la fois le rôle de l'individu, l'apprenant, et le rôle des individus qui forment le collectif de la classe, parce qu'on n'y arrive pas seul. Et donc c'est important. Ça, c'est un des points. Et l'autre point, c'est se dire, oui, certes, la classe inversée, et Cynthia le rappelait dans son introduction, ce n'est certainement pas nouveau. Mais il ne s'agit pas de refaire ici l'historique, on n'a pas le temps, mais si ce n'est pas nouveau d'un côté, il est vrai par ailleurs que nous avons maintenant des outils, et notamment un outil qui est l'outil numérique, qui permet non pas de tout changer, mais de faire les choses différemment. Et ça, c'est un point véritablement important et qui a permis, je pense, ces dernières années de mettre un nom sur des pratiques qui existaient avant. Cette pratique, donc, c'est la classe inversée. On a mis un nom, on a défini, parce que le numérique a renforcé l'idée que ce que faisaient peut-être certains professeurs dans leur coin, qui étaient peut-être, disons, pas pointés du doigt, mais traités d'originaux, parce qu'ils ne faisaient pas comme tout le monde, et bien tout d'un coup, dans leur pratique, ils ont pu mettre en avant les avantages qui pouvaient nous mener à cette plus grande autonomie d'apprenant. Alors, on va le voir dans la diapositive suivante, justement, on va voir que c'est pour ça que, tout d'abord, la classe inversée donc n'est pas une révolution, hein, parce que des fois on nous le dit, oui, mais c'est pas nouveau ce que vous faites. Mais effectivement, c'est pas nouveau, et on n'a pas la prétention de faire quelque chose de nouveau. Ce serait une belle ambition, mais on ne prétend pas y arriver. Par contre, on prétend mettre en avant la nécessité de faire évoluer la classe, parce qu'on ne peut pas continuer à faire la classe comme il y a encore 100 ans ou plus. Donc faire évoluer la classe, c'est s'interroger sur, avant tout, comme le disait Marc, mais en fait, plus que le comment, nous on enseigne le comment on apprend. Donc c'est réfléchir à comment organiser la classe pour faciliter les apprentissages. Ça veut dire repenser d'une certaine façon la façon d'organiser la séquence pédagogique, plus généralement la scénarisation en fait de l'apprentissage d'une façon globale, hein, pas seulement dans la session classe, mais d'une façon beaucoup plus globale. En quoi certains outils, notamment l'outil numérique, peut aider à modifier ces pratiques-là. Je disais qu'il est important donc de s'appuyer évidemment sur les outils qui sont à notre portée aujourd'hui, donc évidemment l'outil numérique, mais pas un outil numérique à utiliser parce qu'il est numérique, mais à voir en quoi on peut le mettre au service de quelque chose qui est un élément bien plus important et qui est développé d'ailleurs hein, dans notre ouvrage, on n'a pas le temps de s'étendre maintenant, qui sont les pédagogies actives. L'importance des pédagogies actives et en quoi justement ce numérique va nous aider. Va nous aider par exemple à réorganiser la dynamique de classe, par exemple en îlot. En îlot, et dans ces îlots, alors les îlots peut-être rapidement je précise, hein, c'est plutôt que d'avoir justement la classe avec le maître en face et les élèves donc en rangée d'oignons, il s'agit d'organiser dans l'espace classe des espaces à 3, 4 autour d'une table à faire quelque chose, qui va mobiliser justement leurs compétences, leur savoir, parce qu'il n'est pas question de mettre à l'écart les savoirs, hein, la seule chose, les savoirs, en soi, il faut pouvoir se dire, mais qu'est-ce que je peux en faire? Il faut que notre apprenant comprenne que le subjonctif, en soi, il a raison de se dire ça ne sert à rien, sauf s'il comprend qu'il peut en faire quelque chose. D'où l'intérêt, quand on va travailler en groupe, de pouvoir essayer de mener un projet qui va mobiliser les compétences, et tout cela va
crée une dynamique de classe complètement différente, qui évidemment doit nous faire revoir à la fois l'organisation, le plan de classe, les programmes, mais évidemment et surtout, je dirais, l'évaluation. Ça a été légèrement abordé tout à l'heure, on ne peut pas le développer, mais ça mériterait vraiment tout un sujet d'intervention. Parce que si nous ne modifions pas l'évaluation, je dirais que malheureusement, ça ne sert à rien de faire tout ça. C'est dans cette même lignée donc qu'il y a eu un engouement dans la sphère de l'éducation depuis cette dernière décennie. Il y a plusieurs témoignages d'enseignants qui ont dit écoutez, j'ai expérimenté la classe inversée avec cette alliance technologique. Ou pas, parce qu'on peut absolument faire de la classe inversée avec 0 outil technologique. Ce n'est pas une condition sine qua non. J'en ai fait, il y en a beaucoup qui le font aussi. Mais si on peut conjuguer le numérique avec, ça donne encore des avantages extraordinaires. Donc, pourquoi se priver si on a cette possibilité-là? Tout ça pour dire que y en a qui disent bon, mais qu'est-ce qui a changé vraiment? Il n'y a rien de magique là-dedans. On l'utilisait depuis très longtemps. Notre professeur nous donnait un chapitre de livre et quand on venait en classe, on débattait de ce chapitre, on donnait notre avis, etc., etc. Et d'autres qui disent oui, ça change beaucoup parce que justement l'expérimentation change, c'est que ce sont les étudiants qui deviennent acteurs de leur apprentissage. Donc il y a quand même une responsabilité importante, ce n'est plus l'enseignant qui lui est le sachant qui délivre le savoir, là c'est tout un paradigme qui change et donc ici on vous a mis 4 possibles, on parle justement d'approche de classe inversée, on parle de démarche de classe inversée, de stratégie de classe inversée, c'est toute une philosophie la classe inversée justement de pouvoir accepter le changement de posture, de pouvoir accepter que moi, enseignant, je ne suis plus le centre de la classe, mais ce sont les apprenants, ce sont mes étudiants, ce sont mes élèves qui sont au centre de la classe. Diapositive suivante, sous forme de schéma. Comme cette image le montre bien, elle se trouve donc à la page 30 de notre livre, nous voyons bien une comparaison entre une classe traditionnelle où les apprenants sont assis en rangée, voilà d'une façon classique, avec des informations, travaillées peut-être en individuel aussi tout le long de la journée. Et quand on regarde la classe inversée, vous voyez la dynamique change. Autrement dit, ça reprend un tout petit peu ce que nous avons vu tout à l'heure, ce qui se passe à la maison. On se familiarise avec l'information, on s'expose à la matière. On ne vient pas, on ne sait pas de quoi l'enseignant ou l'enseignante va nous parler. On est préparé à l'information. On est exposé peut-être 20%, des fois 80%. Il y en a qui lisent rapidement, il y en a qui font le travail, il y en a qui ne le font pas au départ. Mais c'est peut-être le pli aussi qu'il va falloir leur donner pour faire ce travail-là. Et ensuite, on voit qu'il y a plusieurs dynamiques. Vous voyez, quand ils arrivent en classe, ils font des travaux de groupe. Et Dieu sait combien c'est important quand ils se parlent entre eux, ils se comprennent 1000 fois mieux que quand nous, on leur explique les choses. Donc, il y a un travail entre pairs qui est vraiment puissant. Il y a un potentiel extraordinaire. Mais également, vous voyez, le coach, l'enseignant, le formateur, on l'appelle comme on souhaite, il vient en renfort, si vous voulez, sur le plan individuel, comme on le voit dans dans le petit dessin, le numéro 3, mais aussi en renfort pour le groupe, pour vérifier où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous faites dans ce travail de groupe, est-ce que vous êtes sur les rails, etc., etc. Et aussi, comme on travaille sur des projets, les projets se montrent notamment à l'extérieur de la classe, c'est-à-dire le travail n'est plus fait pour l'enseignant ou pour l'enseignante ou pour mes collègues avec qui j'ai travaillé, mais je peux le montrer à mes amis en dehors de la classe, je peux le montrer à mes parents, je peux le montrer à la communauté internaute, etc., etc. Toujours dans cette même lignée, et à la diapositive suivante, ça se montre, on passe donc justement du face-à-face au côte-à-côte. On n'est plus en face de l'apprenant, il n'y a plus cette estrade en fait qui nous sépare de l'apprenant, bien au contraire, on change de posture, on accepte ce changement de posture de part et d'autre, c'est-à-dire pour l'enseignant et également pour l'apprenant, pour être aux côtés des apprenants, pour vraiment faire de la remédiation immédiate, pour leur dire qu'est-ce qui va pas, etc., etc.
Sur la... Si tu permets justement, Cynthia, je crois, et on le fait remarquer aussi dans notre ouvrage, c'est d'une certaine façon la méthodologie que l'on suit quand on veut mettre en place la classe va parfaitement avec ce que l'on essaye de préconiser déjà depuis plusieurs années avec l'arrivée, la mise en place du cadre européen, de tout ce qui tourne autour de cette perspective ou approche actionnelle, en fait. Mise en avant de l'autonomie de l'apprenant, avec justement un travail collaboratif, mise en avant du projet, avec la réalisation de différentes tâches qui mobilisent les compétences. Donc, comment dire, le fait de devoir dégager du temps pour pouvoir justement réaliser ce projet, c'est ce que permet la dynamique de la classe inversée. Et je crois que c'est important de comprendre que finalement, cette méthodologie s'inscrit pleinement dans ce que nous essayons de mettre en place déjà depuis quelques années. D'accord. Et là, on voit, et sur cette diapo, j'ajoute aussi, on voit très bien que l'enseignant, il accompagne l'apprentissage. Il n'est pas là devant ses élèves en train de donner une information. Tout à fait, tout à fait. Hein, c'est-à-dire ce prof coach ou ce prof guide dont on parle aussi, qui est tout à fait là aussi en lien avec cette dynamique que l'on préconise. Très bien, merci. Donc, il y a une petite question pour vous, les collègues. Donc, Philippe, Marc, Cynthia, pourquoi vous avez choisi la classe inversée? Alors moi, j'ai choisi la classe inversée puisque après réflexion, je me suis dit que c'était pour moi ce que j'appelle l'anti-robotisation, c'est-à-dire que l'enseignant se met dans la posture où il doit construire un dispositif d'apprentissage et pas seulement donner son cours devant ses élèves. Ça devient pour lui une démarche, on va dire, expérimentale, où il va devoir essayer de se mettre à la place de l'apprenant et se dire, mais comment mettre en place mon apprentissage pour que les apprenants puissent réellement apprendre quelque chose durant le cours. Donc ça me paraît très intéressant. Et aussi parce que moi, en tant qu'apprenant, j'aurais bien voulu être dans une classe, type classe inversée, être actif, être avec des pairs, poser des questions, ne pas me sentir seul devant mon devoir à la maison, etc., pour mieux avancer. Donc, je pense qu'il y a un intérêt du côté enseignant, parce qu'il va se mettre dans une démarche pédagogique où, en fait, sa classe devient un laboratoire pédagogique et il va donc approfondir son apprentissage et son enseignement en essayant de se mettre justement à la place des élèves, en sachant réellement dans quelles conditions ils apprennent et mettre en place un dispositif donc, où ces conditions-là sont optimales, et donc nous avons un modèle de classe inversée. Et aussi l'intérêt pour les élèves d'être actifs, de se sentir seuls et d'être appuyés. Et je dois dire aussi que la classe inversée a un intérêt du côté des élèves en difficulté, puisqu'ils vont pouvoir être mieux appuyés devant la difficulté grâce aux pairs et à l'enseignant, et aussi les très bons élèves qui vont en profiter, puisqu'ils vont pouvoir aider, par exemple, ceux qui ont des difficultés, où l'enseignant pourra donner à ces très bons élèves aussi plus de tâches à faire afin qu'ils avancent plus vite. Voilà, je pense que j'ai résumé un peu l'intérêt pour moi de la classe inversée. Philippe ou Cynthia? Non, moi j'irais tout à fait dans ton sens. Et il est important justement de préciser, moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu aussi avec, disons, le moment où j'ai commencé un petit peu à découvrir et à m'intéresser à la classe inversée et maintenant une évolution sur son intérêt, mais comment aussi, comment dire ça, faire qu'on ne centre pas tout sur l'aspect technologique de la classe inversée. Et comment justement ça a permis de renforcer une réflexion, et en tout cas ma réflexion, sur la dynamique de classe. C'est-à-dire qu'en fait je suis passé d'un point de vue peut-être où le numérique était un petit peu comme, je dirais pas la solution magique, mais qui apparaissait peut-être comme une solution pour pouvoir modifier certaines façons de faire la classe, au contraire, tout un intérêt sur
qu'est-ce qui peut se passer dans le moment où on fait les choses concrètement. Et aujourd'hui, dans le contexte où on peut être confiné, reconfiné, déconfiné, on ne sait pas trop, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire que même si nous devons faire la classe inversée à distance, alors que la classe inversée, en fait, est un modèle hybride. Et c'est important de bien comprendre ça. Même si nous basculons dans du 100% à distance, il ne faut pas que ça devienne de l'isolement de chaque individu. Il faut retrouver des moments de collectif, même virtuels, pour pouvoir faire des choses. Et ça c'est vraiment très important et pour moi, c'est indissociable de la classe inversée. Alors, en ce qui me concerne, et brièvement, faute de temps, je pense que j'ai toujours fait de la classe inversée naïvement sans le savoir en fait. Et l'une des raisons, c'est que mes apprenants, je crois en le potentiel de mes apprenants. Au Canada, j'avais une expérience avec un public immigrant qui venait d'arriver au Canada, qui a besoin d'apprendre le français rapidement, en l'occurrence dans la province du Québec, et vivre cette immersion d'une façon transposable à l'extérieur était l'une de mes conditions principales. Et puis, la venue de la classe inversée en 2007, donc je faisais tout ça depuis probablement le début de mon enseignement, parce que je suis de nature dynamique, parce que je crois en eux, parce que je voudrais qu'ils soient acteurs de leur apprentissage. Et quand la classe inversée est arrivée en 2007, j'ai dit, mais c'est pas vrai, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours interviewé mes étudiants, en tout cas, j'ai toutes les interviews que j'ai déjà faites avec mes apprenants à la fin. Et ben, j'en faisais sans le savoir, justement. Et c'est surtout, en fait, le fait de me dire, ah tiens, ben, là, vraiment, par exemple, on a travaillé en français de l'entreprise, et ben, le fait de créer sa propre entreprise, ça m'a permis justement de créer une vraie entreprise au Québec, par exemple. Et je trouve que le fait que l'apprenant soit au cœur du projet, c'est extraordinaire. Encore une fois, pour moi, la classe inversée n'est pas la panacée. Je le dirai encore une fois dans la conclusion, ce n'est pas une panacée. Vous pouvez ne pas faire de la classe inversée, mais vous ne pouvez pas faire de la classe active ou interactive. Et la classe inversée est une des façons de faire de la classe active ou interactive. Donc, comme elle a tant de réussite, eh ben, je dis, voilà, j'exploite tout ce qui pourrait être possible et le mettre au service de mes apprenants, comme vous tous, comme vous toutes, qui croyez en vos apprenants, qui adoreraient vos apprenants et que vous voulez justement que vos apprenants foncent dans la vie et justement fassent un avenir extraordinaire et profitent de leur argent, l'argent qu'ils payent déjà pour apprendre la langue, profitent de leur temps, profitent de leur énergie, etc. Voilà, je suis comme vous et je voudrais que mes apprenants soient au centre d'un apprentissage actif et la classe inversée est un très beau moyen. Voilà, donc peut-être que ceci va nous amener directement à la deuxième partie, les classes inversées déconfinées, les classes inversées hybrides en ce temps, combien elles sont importantes. On va passer 2 diapositives rapidement, faute de temps. Et on va passer directement la diapositive suivante qui va nous parler comment est-ce que je transfère à distance des pratiques de classe inversée en présence. Donc, comment ce que je fais dans la vie de tous les jours, je peux le faire à distance, mais d'une façon active, de telle façon que ça ne soit pas que je donne via Zoom, via Teams, via peu importe, faire de la téléscolaire des années 60, ça veut dire que je parle et les autres m'écoutent. Comment est-ce que je peux faire une vraie classe inversée dynamique comme dans la réalité? Et voilà, on va passer donc à la mise en œuvre de la classe inversée virtuelle avec des capsules vidéo. Marc, veux-tu nous en parler un tout petit peu? C'est une des étapes d'une classe inversée active. On va passer à la diapositive suivante. Marc. Voilà. Voilà, mise en œuvre de la classe inversée avec des capsules vidéo. Donc, c'est vraiment la classe inversée qui a eu un certain succès, on va dire, aujourd'hui. Donc, alors, les capsules vidéo, on peut continuer la diapo. Voilà. Donc, il s'agit donc pour l'élève de visionner des capsules vidéo hors classe, parce qu'on dit à la maison, mais ça peut être les capsules vidéo peuvent être visionnées via un smartphone ou dans le métro, dans la rue, etc. Donc ces capsules vidéo, en fait, ce sont les leçons, ou on va dire la leçon, pour faire schématique, ou les informations que donnerait le prof en classe.
Elles peuvent être trouvées sur Internet. Il y a des capsules vidéo qui sont très bien faites déjà par des enseignants qu'on peut trouver sur Internet, où on peut les réaliser soi-même. Alors l'intérêt de réaliser des capsules vidéo soi-même, c'est que vraiment là, ici, la capsule sera adaptée donc, au contexte d'enseignement dans lequel on est. Et les élèves apprécient toujours beaucoup que l'enseignant donne donc, quelque chose qu'il a fait lui-même. Donc ça, on le sait, on a toujours envie de voir son enseignant parler, mais on peut aussi utiliser d'autres capsules vidéo. Donc ces capsules vidéo vont être visionnées, on va dire, à la maison. Et la question, c'est toujours de savoir, mais comment je sais que l'élève a visionné la capsule vidéo? Alors, il y a un dispositif qu'on ajoute à la capsule vidéo qui s'appelle la feuille de route. La feuille de route, c'est quoi? C'est des questions qu'on va ajouter en bas de la capsule vidéo afin de savoir, de vérifier donc l'état des connaissances de l'élève et savoir s'il a visionné ou pas la capsule vidéo et ce qu'il a compris de cette capsule. Qu'il arrive ensuite en classe avec, on peut imaginer des questions et grâce à Google Forms, l'enseignant peut, avant que les élèves reviennent en classe, il peut connaître les réponses de ses élèves. Donc c'est un outil très pratique qu'on peut utiliser avec les capsules vidéo. On continue. La suite. Alors, pour une dynamique de classe inversée à distance, donc, je m'appuie sur deux principes pédagogiques pour la mise en œuvre de la classe inversée. Nous avons les activités par groupe. Donc, il n'y a pas que ça, mais il y a les activités par groupe sous forme d'îlots et l'attention individualisée qu'il faudrait donc remettre à distance. Alors, comment faire? Alors, pour ça, nous avons des outils. On peut utiliser certains outils. On continue. La diapo suivante. Alors, certains outils permettent donc de travailler par groupe de niveau. On peut créer des groupes par WhatsApp, donc il faut utiliser les outils que tout le monde connaît. Nous avons les groupes WhatsApp. On peut utiliser aussi des plateformes telles que Moodle, qui est une plateforme assez complexe, Edmodo, une plateforme gratuite qu'on peut utiliser. Les enseignants adorent Edmodo, elle est gratuite, je vous conseille d'aller voir, c'est très bien fait. Et aussi, encore plus simple, nous avons Google Classroom qui permet de créer des activités par groupe de niveau. Et bien sûr, ajouter à cela des activités par visioconférence. Donc ici, je parle de Zoom qui est très connu, mais on peut utiliser aussi Google Meet, il y en a d'autres. Donc par groupe de niveau, on peut utiliser donc, ces outils-là et la visioconférence pour le direct. Pour l'attention individualisée, on peut envoyer des courriels, donc il ne faut pas oublier les outils qu'on utilise tous les jours. On peut envoyer des mails à ses élèves de manière individualisée. Sur WhatsApp aussi, on peut envoyer des messages privés, donc c'est possible. Et avec l'outil Google Classroom aussi et d'autres applications en ligne, on peut donc effectuer de l'attention personnalisée en envoyant des messages privés ou aussi des exercices interactifs donc, pour des élèves en particulier qui ont certaines difficultés. Donc on peut imaginer créer par exemple des exercices sur 3 niveaux et envoyer l'exercice niveau 1 aux élèves par exemple, qui sont très bons, niveau 2 aux élèves qui sont moyens et niveau 3 aux élèves qui sont un peu moins bons. Donc voilà, donc ça permet de créer une attention individualisée. Et sans oublier, bien sûr, les appels téléphoniques. On peut créer des permanences téléphoniques et dire, voilà, de telle heure à telle heure, vous pouvez m'appeler et me poser des questions. Sachant que tout ça doit être bien géré, il ne faut pas se laisser déborder. Et dans ces conditions-là, ça peut marcher. On continue. Voilà. Donc voilà, pour résumer, on peut utiliser, c'est juste un exemple d'outils qu'on peut utiliser, hein, il y en a d'autres. Donc WhatsApp, la messagerie électronique, des permanences téléphoniques et des visioconférences. Donc grâce à ces outils-là, grâce à ces quelques outils, on peut simuler à distance la classe inversée. Un conseil pratique, c'est quand vous créez par exemple un dispositif à distance, n'oubliez pas d'accompagner vos enseignants qui ne se sentent pas seuls. C'est très important que l'enseignant, surtout quand il commence à utiliser la classe inversée, qui se sentent appuyés, accompagnés à distance. Ça peut être soit par un coordinateur, s'il y en a un dans le centre, soit par un enseignant qui connaît bien la classe inversée, qui va aider les autres enseignants à trouver des réponses pour améliorer son dispositif. Et là, je souligne aussi que les meilleures idées viennent toujours des enseignants et des échanges qu'ils peuvent avoir entre eux. Donc, mettez en place un groupe WhatsApp entre enseignants afin qu'ils puissent s'appuyer et perfectionner donc, la mise en œuvre de la classe inversée.
Donc je vous laisserai donc une carte mentale. Voici une carte mentale avec différents outils. Bien sûr, il ne faut pas tous les prendre. Surtout, ne prenez pas tout. Il faut prendre des outils qui nous intéressent, des outils qu'on maîtrise, qu'on a envie d'utiliser pour sa classe. Donc si par exemple vous aimez la vidéo, vous pouvez utiliser des outils qui vont permettre de faire des montages vidéo. Si vous aimez la bande dessinée, vous pouvez utiliser des outils pour faire des bandes dessinées, etc. Donc choisissez l'outil qui vous convient le mieux pour la classe inversée. Et on a aussi des exercices interactifs, etc. qu'on peut mettre en place avec des outils gratuits. Pour enchaîner avec ce que Marc disait, assurément, il y a plusieurs types de capsules. Nous avons retenu en particulier deux. La première, ce qu'on appelle la capsule découverte, la capsule déductive, justement, et la deuxième est une capsule qui porte sur la capsule mise en bouche ou une capsule inductive. On ne va pas dire sur quoi porte la capsule, mais les apprenants vont deviner au fur et à mesure donc sur quoi ça porte. On va vous donner 3 exemples. N'hésitez pas en visionnant la capsule de dire est-ce qu'elle est plus une capsule de découverte ou une capsule mise en bouche parce qu'on est gourmand, hein, donc c'est une qui donne envie en fait d'aller plus loin. Voilà, on va passer à la première capsule vidéo que vous allez visionner. N'hésitez pas à noter si elle est découverte ou une capsule mise en bouche, donc inductive. Et voici donc une capsule qui porte carrément sur l'écriture. Au lieu de mettre les étudiants, les élèves, les apprenants devant une feuille blanche et leur dire écrivez, vous voyez, ça change tout. Là, on part d'objets qui nous sont chers, des objets qui appartiennent à des personnes qui sont chères. Donc, on pose des questions sur des objets qui nous ont fait peur, des objets de notre enfance, etc. Carrément pour écrire un poème, pour écrire un slam, pour écrire une chanson, etc., etc. Donc, comme vous avez remarqué, c'est une capsule inductive parce qu'on n'a pas dit qu'on va travailler la poésie, on n'a pas dit on va écrire un poème. On a justement mis les apprenants dans une situation de facilité sur parler d'un objet qui t'a fait peur la nuit quand tu étais petit, etc., etc. Et au fur et à mesure, le poème va se construire. On va visionner une deuxième capsule, cette fois-ci qui porte sur les fables de La Fontaine, en l'occurrence Le Loup et Elle a été faite aussi par Marie Soulier, une de nos collègues, qui justement fait toute une mise en scène avant de commencer à parler de la fable. On va découvrir tout ça ensemble. Nous sommes en particulier ici face à un texte. Travailler donc le texte sous forme de classe inversée. Bonjour les enfants, je suis l'enquêtrice chargée d'une étrange affaire de meurtre. J'ai besoin de vous pour m'éclaircir ce mystère. Êtes-vous prêts? Voici la situation. Ici même, la nuit dernière, un loup a dévoré un jeune agneau. Nous n'avons retrouvé que des traces de sang et une étrange phrase inscrite sur un petit morceau de papier. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Je vous avoue que cette phrase me laisse perplexe. C'est pour cela que j'ai besoin de vous. Êtes-vous prêts? Mes coéquipiers ont reconstitué la scène du crime. Observez bien et surtout,
Écoutez bien. Le loup et l'agneau. On ne va pas visionner toute la capsule faute de temps. Mais voyez donc toute cette mise en scène qui a été faite au départ. Nous sommes dans une capsule de découverte parce qu'ici, on sait d'emblée sur quoi porte la capsule. Voilà. Nous allons partir sur une troisième capsule, cette fois-ci qui porte sur la langue, sur une notion de grammaire que je vous laisse découvrir par vous-même. On ne va pas vous dire sur quoi elle porte, mais justement, elle est dans une capsule inductive ou de mise en bouche. On lance la capsule. Et voilà, encore une fois, donc une capsule mise en bouche. À nul moment, on a dit on va travailler l'impératif, vous l'avez deviné, mais justement, on a posé des questions et à partir de ces questions, les apprenants, eux-mêmes en discutant, vont arriver à déduire la règle. Alors, assurément, la diapositive suivante va nous montrer que ces capsules vidéo ne vont pas être données ainsi, mais elles seront accompagnées d'une feuille de route. Donc, dans les feuilles de route, assurément, il n'est pas demandé de donner des devoirs à non plus finir à la maison. C'est là où on peut carrément tomber dans l'excès de la classe inversée. Bien au contraire, c'est une feuille de route toute simple à poser des questions sur, voilà, quelles sont les étapes, par exemple, que vous suivez pour un travail collaboratif, etc. Une autre fiche, par exemple, des accords du passé, du participe passé et une révision des temps. Elle a 3 questions uniquement. Quel est ton nom? De quoi parle la capsule? Et est-ce que tu as des questions? Alors, sur Google Form, peu importe, sur Google Doc, on peut envoyer ces questions, ces réponses à l'enseignante qui jette un coup d'œil et que si elle voit qu'il n'y a pas de questions particulièrement et que tout le monde a compris que ça parle, par exemple, de l'impératif, ici, comme la capsule l'a montré tout à l'heure, ben on peut, en arrivant en salle de classe, se déjà dans une situation, dans une mise en situation qui porte sur l'impératif, par exemple. Alors, nous passons à la diapositive suivante où on va parler des outils de la classe inversée. Parmi les outils, justement, diapositive suivante, nous avons vu la capsule vidéo, on vient de la voir, mais avant d'arriver à la capsule vidéo, on parle du plan de travail. Hein. Bien sûr, il y a d'autres outils, comme vous voyez, des outils pour partager, des outils pour créer, des outils pour évaluer, etc. Faute de temps, on ne peut pas aller là-dessus, mais on va justement parler de plan de travail. Il y a plusieurs façons de faire un plan de travail, et notamment lors du confinement. Alors, on va zapper la diapositive d'après et on va y aller directement sur le plan de travail. Qu'est-ce que c'est que ce plan de travail? Un premier exemple se trouve fait par Marie-Camille Fourcade et Claire Dreyfus pendant le confinement. C'est carrément sur une semaine ou sur 2 semaines, on va dire, ben voilà, sur la semaine 1, ben par exemple, on va travailler la féodalité, et on va faire une séance en ligne ensemble, voilà ce que vous allez écrire, voilà quelles sont les définitions et les repères que vous allez vous approprier, et ensuite, la séance 2, elle va durer 45 minutes. Qu'est-ce que vous allez mémoriser? Quel est le formulaire à remplir, etc., etc. Dans la semaine 2, c'est le lundi, par exemple, 30. Là, et vous allez visionner une capsule vidéo.
vous allez faire l'activité suivante en cliquant justement sur le document qui s'affiche en bleu. Ensuite, sur la séance 2, vous allez réaliser une activité, vous allez remplir le formulaire, etc., etc. Et nous allons nous retrouver, ça c'est en amont, et nous allons nous retrouver le lundi 23, par exemple, entre 10h30 et 10h50. Justement, vous allez réviser votre cahier de vocabulaire, etc., etc. Et vous allez suivre le tutoriel suivant, faire le quiz suivant, etc. Vous auto-évaluer comme vous le voyez en bas. Et moi, je vais vous poser des questions sur est-ce que vous êtes capable d'expliquer ce que c'est que la féodalité, d'expliquer comment les rois de France ont renforcé leur pouvoir et connaître le vocabulaire et les repères sur cette leçon-là. Donc, c'est une façon de guider les apprenants, les élèves, en disant, parce que ce n'est pas évident le confinement, hein, et avec la classe inversée, c'est leur dire, voilà, on se rencontre de telle heure à telle heure, mais voilà, vous, ce que vous préparez en amont, voilà ce que vous faites après, et tout est clair sur un seul document. Comme ça, ils savent le point de départ et le point d'arrivée. Un autre exemple de plan de travail sur la diapositive qui suit et qui se trouve justement dans notre livre également, ça porte sur un poème de Victor Hugo. Vous voyez ici, c'est un autre modèle de plan de travail qui prend en considération justement l'itinéraire obligatoire. Donc tout ce qui est rouge, c'est un itinéraire obligatoire que tous les apprenants doivent faire. Vous avez des itinéraires qui sont des itinéraires en vert qui sont au choix. Et vous avez des itinéraires en violet qui sont en bonus. Donc, tout le monde va aller découvrir la capsule vidéo mise en bouche. S'ils flashent avec leur téléphone, ils ont le poème. Hein, ils ont toute l'information qui est relative au travail. La première ressource, la deuxième ressource. Vous aussi, vous pouvez flasher ça, vous pouvez avoir l'information. Et après, ils doivent soit faire un mandala, soit faire une carte conceptuelle, hein, et justement recopier sur leur cahier ce travail. Donc, vous voyez, c'est un travail collaboratif, un travail d'abord individuel, mais un travail en groupe, et aussi en fonction donc, du niveau de difficulté que l'apprenant a. C'est un autre modèle de plan de travail. La diapositive d'après, qui met également en valeur la pédagogie différenciée, parle des fables de La Fontaine. Et là, justement, c'est la même démarche qui est faite. Donc, je vous laisse aussi scanner, découvrir donc à Versailles les labyrinthes des fables de La Fontaine, découvrir donc ces fables-là et pouvoir justement faire le travail individuel, le travail bonus, le travail au choix, etc. Et le travail, l'itinéraire coopératif, donc où il faut travailler en coopération tous ensemble. Voilà, donc c'est un autre outil qu'on peut adopter, on n'est pas obligé, mais qui pourrait faciliter la démarche de la classe inversée. Je vous donne un dernier exemple qui se trouve aussi dans notre livre, qui porte sur la grammaire. Donc, voyez la même chose avec les mêmes itinéraires. Quelle est la capsule? Donc, on flash les informations. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer? Quel est le travail? Soit c'est un tableau que je vais faire sur la capsule de grammaire, soit un mandala. Enfin, il faut que les étudiants donnent un chef-d'œuvre, une production finale. Il ne suffit pas de dire oui, j'ai compris la leçon de grammaire ou je ne l'ai pas comprise, mais voilà comment la tâche est reconstituée. On revient à la notion de tâche, à la notion de projet qui est au cœur de la classe inversée. Voilà, donc le plan de travail en résumé sur la diapositive suivante nous permet justement de favoriser l'autonomie, donc de dire aux étudiants, voilà, aux apprenants, voilà ce que vous avez à faire, voilà ce qu'il faut réaliser et à quel moment, donc les aider dans la gestion de temps, d'individualiser, de personnaliser leur travail, chacun ira à son rythme, mais dans ce cadre bien déterminé, d'avoir une vue d'ensemble aussi sur la tâche, hein, savoir, voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, le point d'arrivée et le point d'entrée et le point d'arrivée, et justement placer l'apprenant en tant qu'acteur de ses apprentissages, développer sa mémoire de travail, donc sa mémoire à long terme également, et
donner un feedback régulier de la part de l'enseignant, surtout en un temps de confinement. Voilà, Marc en a parlé tout à l'heure. Quels sont les outils qui nous permettent de garder ce feedback, justement, et le plan de travail pourrait être un outil puissant également pour savoir à quel moment je vous rencontre en groupe, en individuel, etc. Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous aurez fourni entre-temps, etc., etc. Voilà, donc ceci nous amène on va zapper la diapositive suivante et ça nous amène à la quatrième partie qui nous parle donc des protocoles, des modélisations et des scénarisations didactiques. Donc justement, tout à l'heure, Louis nous disait quels sont vos protocoles, quelles sont vos scénarisations didactiques, comment vous créez des scénarios didactiques. Bien sûr, il y a plusieurs modèles. Un des modèles à la diapo suivante et à la page 46 de notre livre. Donc, bien sûr, ça commence par la conception des vidéos. Est-ce que c'est des vidéos que je crée moi-même en tant qu'enseignant ou bien je vais aller les tirer des sites Internet? Et souvent, si par exemple j'ai travaillé l'impératif, voilà, je trouve 8 capsules vidéo déjà créées sur l'impératif, à un certain moment, j'ai fait le tour. Pourquoi bon faire une nouvelle capsule pour répéter la même chose? Donc, on est vraiment dans ce partage. Si je crée des capsules, je les mets à la disposition des autres et les autres aussi qui créent peuvent mettre leurs capsules vidéo à ma disposition et on est tous gagnants-gagnants. Souvent, ils me disent, oui, moi, j'aime bien avoir ma tête sur la vidéo. Oui, bien sûr, on peut, mais c'est la même chose que dans les livres. Est-ce que vous tous, vous avez écrit pour Clé Internationale? Vous avez le manuel de Clé Internationale? Et quand je pose la question, souvent, on me dit non, c'est pas le cas. Donc, voyez, c'est la même chose pour les vidéos. Bien sûr, moi, je vous encourage à faire les vôtres si vous avez le temps, l'énergie, etc. Mais n'hésitez pas aussi à aller puiser dans les Creative Commons, donc ce qui est créé en commun, pour justement mutualiser les expériences. Alors justement, donc soit les concevoir, soit les choisir les lectures, choisir les activités, les scénariser, les mettre sur une plateforme, il faut les mettre quelque part, et puis les apprenants, eux, à leur tour, ils s'approprient l'information et ils vont visionner la capsule, ils vont travailler la feuille de route. Quand ils arrivent en classe, ils sont face à des quiz, ils sont face à des votes, à des sondages, à des mises en situation, à des activités de travail de groupe, à des études de cas, à des récapitulations. Comment est-ce que tu récapitules cette capsule? À des projets, à des présentations en groupe. Et on dit qu'il n'y a pas mieux que la présentation en groupe, justement, pour apprendre, en fait. C'est justement en enseignant aux autres qu'on apprend le plus. Et justement, c'est ce qu'on fait en classe. Et une fois qu'on a fini ce travail en classe, voilà, le cycle recommence de la classe inversée. Donc, l'enseignant, lui, prépare le travail. Les apprenants, lui, se familiarisent et s'exposent à la matière. Et en classe, on approfondit sous forme de travail de groupe, sous forme de projet, sous forme de simulation. Un autre protocole aussi, il est un peu plus dense et je vous invite à aller dans les détails à la page 50 dans notre livre et il se trouve à la diapositive suivante. C'est celui aussi qu'une de nos collègues, Marie Soulier, a adopté. On part d'en bas, en fait, justement sur la capsule de mise en bouche, la capsule inductive. On la visionne, on arrive en classe et on échange sur quoi elle porte. Comme tout à l'heure, on a vu, on n'a pas dit que c'est l'impératif. Bon, les apprenants, ils vont échanger entre eux pendant 10 minutes à peu près, mais ceux qui n'ont pas compris, ils vont aller voir l'enseignante à part et ils vont faire un petit travail de 5 minutes maximum avec l'enseignante. Et soyez sûrs que ce ne sont pas toujours les mêmes qui viennent et que ce ne sont pas les plus faibles qui viennent. Donc, c'est ce qu'on appelle l'îlot des curieux. Donc, en même temps qu'eux, ils échangent, ceux qui ont des difficultés viennent voir l'enseignant qui a ce rôle, qui adosse ce rôle justement de coach, de facilitateur. Et justement, après, donc il y a une mission. On va leur donner une tâche. Par exemple, sur l'impératif, Paul a 7 ans, il est perturbateur. Vous avez des tâches comme ça dans notre livre que vous pouvez aussi découvrir. Il est perturbateur, ses parents doivent le garder à la maison tout seul, mais dites-lui à quoi il ne peut pas toucher et à quoi il peut toucher. Et eux, ils arrivent, ils ont que ça, ils ont une maison, une photo d'une maison avec des post-it jaunes et des post-it rouges.
et c'est à la fin qu'ils vont dire, ah bah ça parle de l'impératif, ça parle, vous voyez, c'est la tâche qui va encore une fois venir consolider la capsule vidéo qui a été visionnée. Là, ils vont distribuer le travail, donc le plan individualisé, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela, etc., etc. Ils vont faire une mise en commun pour présenter la tâche écrite, la vidéo, le mandala, la carte conceptuelle. Bien, alors on a vu que ce qui est important en fait quand on parle classe inversée, c'est bien mettre en place toute une organisation de travail. Un travail aussi bien donc de préparation de la classe qu'un travail ensuite en classe à faire. Tout cela correspond à un schéma important à suivre et donc on a jugé important de vous proposer une matrice, la matrice de la scénarisation didactique. Alors cette matrice, évidemment, il ne s'agit pas d'en imposer le modèle, mais de suggérer une possibilité en tout cas de construction d'un scénario pour justement mener à bien la classe inversée. Donc évidemment, il s'agit de bien définir les objectifs. Donc une fois qu'on aura défini le public, mais aussi la durée. Non seulement la durée, je dirais la durée globale, c'est-à-dire bien se dire, voyons, de combien de temps il va falloir pour pouvoir préparer ça en amont et de combien de temps j'aurai besoin en classe. Est-ce que c'est une séance, 2 séances, etc. Voilà. Et que je définisse le ou les niveaux du cadre. Ensuite, et c'est important, et c'est pour ça qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement d'aspects technologiques, il s'agit de s'interroger non seulement sur mes objectifs d'enseignement, qui sont d'une certaine façon les objectifs qu'on pourrait avoir dans un programme donné, mais aussi les objectifs d'apprentissage. Et je dirais que la partie objectif d'apprentissage, on y pense des fois un petit peu moins. On donne beaucoup d'importance à mon programme que je dois transmettre et on oublie parfois de se dire, mais en fait, de tout ce qu'il y a dans ce programme, qu'est-ce qu'ils doivent vraiment apprendre? Et pour cela, et c'est le point suivant de cette fiche, ce sont justement les ressources et les outils dont on a besoin. C'est-à-dire, moi, en tant qu'enseignant, de quoi ai-je besoin pour pouvoir organiser tout mon scénario de classe inversée, par exemple, pour pouvoir filmer la capsule vidéo, mais aussi de quoi vont avoir besoin mes étudiants pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir éventuellement préparer quelque chose. Donc faire des recherches, c'est-à-dire il faut qu'on puisse leur faciliter la tâche sur des liens à aller consulter par exemple sur Internet, les outils, penser à quels outils ils ont besoin, et donc penser éventuellement même à se dire, voyons, est-ce que c'est véritablement faisable parce qu'il peut y avoir des problèmes chez eux, ont-ils les outils pour pouvoir le faire? Ont-ils les moyens de se retrouver ou de partager les tâches de façon à ce que ceux qui n'auraient pas certains outils puissent les partager avec d'autres camarades dans l'objectif de réaliser le travail, la tâche, le projet que l'on vise. Donc ça, c'est évidemment très important et on doit lister évidemment ces ressources. Et organiser tout cela, et c'est ce que l'on voit dans la diapo suivante, organiser tout cela va nous obliger évidemment à nous interroger sur, là encore, les rôles, les rôles de chacun, enseignant, apprenant, dans l'avant, le pendant de la classe inversée, et évidemment, et même si c'est à la fin de notre fiche, je dirais que c'est presque le point sur lequel il faudrait qu'on réfléchisse en amont de tout ce que je viens de vous dire, le point concernant l'évaluation. Quelles évaluations
Diagnostic, immédiate, formatif, formatrice. On connaît tout ça, mais il faut se poser la question en amont, au moment justement de préparer cette fiche, en fait, qui est une fiche de préparation de cours, mais qui nous oblige à coucher ça d'une certaine façon sur le papier. Et vous allez retrouver dans l'ouvrage justement des modèles. C'était le modèle de la fiche, je dirais, neutre, et vous allez retrouver des propositions concrètes de fiches liées à des tâches ou des projets à réaliser. Donc voilà, c'est une matrice qui évidemment est fondamentale. Hein, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous verrez qu'elle elle précise à chaque fois, pour chacune des étapes, ce que l'on peut faire. Hein. C'est vraiment une liste de conseils, je pense, fondamentale. Oui, merci. Oui, Philippe, c'est vraiment le guide de l'enseignant pour la classe inversée, cette matrice. Tout à fait. D'accord, donc merci beaucoup Philippe. Donc oui, en fait, chers enseignants qui sont basés soit au Mexique, soit en Amérique centrale, si vous avez besoin d'approfondir par rapport à ces concepts qui viennent d'être expliqués par Philippe Piret et mes collègues, n'hésitez pas à nous contacter et à nous suivre sur nos réseaux sociaux parce que nous vous proposons de manière très fréquente des formations virtuelles et ou présentielles dans lesquelles nous pourrons aborder de manière très spéciale ou très spécifique tous ces concepts expliqués. Voilà, merci beaucoup. En guise de conclusion, chers collègues, la classe inversée n'est pas la panacée, encore une fois, mais c'est une belle philosophie, c'est une belle démarche où justement cette évolution de la classe peut avoir toute son ampleur. Et comme le dit Marcel Lebrun, l'idée essentielle de la classe inversée ne réside pas justement dans le volet numérique, dans cette médiatisation numérique des cours, mais c'est surtout dans la volonté de trouver ou de retrouver du sens à la présence, à la rencontre entre les élèves et l'enseignant. Autrement dit, profiter de cet espace qu'est la classe, justement pour redonner sens aux apprentissages, pour créer un lien donc d'apprentissage et pour créer un lien entre l'enseignant, entre les pairs, entre les collègues et l'apprenant. Et sur cela, nous, on vous souhaite une excellente classe inversée, qu'elle soit à ses débuts, qu'elle soit expérimentée, et on reste là à votre entière disposition. Vous voyez aussi dans la diapositive qui vient, on vous a mis justement donc un lien vers le livre, avec le livre donc de chez Clé International, la classe inversée. Je vous invite vivement, si vous avez un peu de temps de confinement, à pouvoir vraiment plonger dans la classe inversée. Dans la diapositive qui suit, nous vous avons aussi mis des références sur la classe inversée. Notamment, vous trouvez aussi des 3 mini-MOOC que Clé International a monté sur la classe inversée. Un article, mais surtout, la diapositive suivante vous liste également plusieurs capsules vidéo qui ont été montées en 2015 où on interviewe des apprenants à l'Université de Montréal pour leur dire quel est l'avantage, quel est l'inconvénient. Mais vous avez ici le b.a.-ba de la classe inversée de A à Z. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les expériences personnelles des classes inversées? Quelles sont les activités qu'on peut faire en amont et en aval? Quel est l'intérêt d'introduire cette approche dans les cours? Quels sont les avantages, les inconvénients? L'influence sur le résultat scolaire des apprenants, les conseils qu'on peut donner, les scénarios pédagogiques, et vous avez une dernière capsule de récapitulation de toute la classe inversée. Voilà, donc on vous remercie. Sur la dernière diapositive, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Donc de la part de nous 4, un bon démarrage pour la classe inversée ou un bon approfondissement de classe inversée et bonne continuation dans votre congrès. Merci à tous. Gracias a todos. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.